Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, entrevue avec le maire de Repentigny concernant le budget. Le Parti québécois demande des actions du gouvernement sur les enjeux liés à l'itinérance. Et le pôle Lanaudois en enseignement supérieur lance son appel de projet 2024-2025. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Au cours des derniers jours, plusieurs villes ont déposé leur budget afin de l'adopter lors de leurs conseils de ville respectifs. La ville de Repentigny n'a pas fait exception et j'ai pu m'entretenir avec le maire du Four à cet effet. On l'écoute à propos des faits saillants de ce budget. Les gros changements, c'est qu'en partant, on a coupé 3,4 millions dans l'organisation municipale pour être sûr et certain de limiter la hausse et de respecter la capacité de payer des citoyens. On a eu aussi plusieurs changements majeurs, qu'on pense par exemple à tout ce qui est le système de collecte de recyclage. Le mode de paiement va être différent. Pour nous, c'est une économie de 3,1 millions juste cette année. Alors, il y a eu plusieurs changements au niveau du budget. On pense par exemple aux baisses de taux d'intérêt, ce qui se reflète dans les emprunts qu'on fait, mais ce qui se reflète aussi dans la diminution des rendements qu'on a dans les investissements qu'on fait. Alors, c'est un budget qui n'était pas évident à travailler parce qu'on connaît le contexte économique dans lequel on est, mais encore une fois, on a réussi à limiter l'augmentation. Sur 4 ans, on a battu l'inflation de 10 %. Alors ça, c'est une grande fierté pour le conseil municipal. Cette année, la hausse du compte de taxes va être de 3,3 %, ce qui représente une moyenne d'environ 110 $ pour les résidents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause du nouveau rôle d'évaluation, 19 % des citoyens vont avoir une baisse du compte de taxes et on a un autre 30 % qui va avoir une augmentation qui va être limitée à 110 $. Alors, dans le contexte inflationniste qu'on vit avec la situation économique qui est difficile, de réussir à avoir un compte de taxes qui protège le portefeuille des citoyens, pour nous, c'est une grande fierté. Le maire a aussi parlé du plan quinquennal qui permet à la ville de planifier 5 ans à l'avance et de la fin des travaux du pont-Rivet. Tout d'abord, la ville de Repentigny, on a fait un choix stratégique depuis 2 ans. On a fait un plan quinquennal d'investissement plutôt qu'un plan sur 3 ans. Il est rendu sur 5 ans et on l'adopte généralement autour de l'été, ce qui nous permet de partir plus tôt sur le marché, d'être les premiers et incidemment de sauver des coûts. Maintenant, ce qu'on a fait avec notre plan quinquennal puis avec les investissements qu'on fait au budget, c'est qu'on priorise le maintien de nos actifs. 80 % de notre plan quinquennal d'investissement est pour du maintien d'actifs, donc refaire nos rues, nos aqueducs, nos parcs, ce qui est déjà existant, plutôt que se lancer dans la construction de nouveaux projets. Donc, on est sobre, on est rigoureux. Avant de se lancer dans des nouveaux projets, on veut s'assurer d'avoir la marge financière pour les faire. Bien, effectivement, la baisse qu'on a eue au niveau des cotes pour le transport, c'était vraiment au niveau du pont-Rivet. Donc, on a terminé le chantier et automatiquement, au niveau comptable, ça se termine. Malgré tout, dans le transport, on voit qu'il y a des augmentations au niveau du transport en commun. 6 % encore de hausse au niveau de la RTM cette année. Ça représente 9 millions que la Ville investit en transport en commun, puis malheureusement, on n'a pas plus de services. Alors, c'est fâchant. D'autre part, le Parti québécois, représenté par le député des Îles, Joël Arsenault, ainsi que la candidate pour la partielle d'Enterrebonne, Catherine Gentilcorps, ont tenu un point de presse en lien avec la situation de l'itinérance dans la région. Voici les propos recueillis. On vient de rencontrer l'organisme Le Trajet. Puis ce qu'on entend, en fait, c'est que, évidemment, comme partout ailleurs au Québec, il y a une explosion de la demande de la part des personnes en situation d'itinérance. Mais c'est surtout le visage de l'itinérance qui change énormément dans les dernières années. On voit de plus en plus, entre autres, de personnes âgées, des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ne peuvent plus rester seules dans leur logement, qui ont besoin d'un endroit où aller. On voit également de plus en plus de femmes, des femmes qui, avant, on voyait un peu moins sur le terrain et maintenant,
suite à des situations de violence conjugale, par exemple, doivent se relocaliser, doivent avoir accès à un logement temporaire, à une ressource temporaire. Puis finalement, mais les jeunes, de plus en plus nombreux aussi, à 18 ans, quand ils sortent des ressources de la DPJ, du giron de la DPJ, doivent se trouver du jour au lendemain une place où rester, ont besoin d'une période d'adaptation pour justement s'habituer à ces nouvelles responsabilités-là de la vie adulte. C'est-à-dire qu'il y a 2 ressources seulement d'hébergement dans la Naudière, une à Terrebonne, une à Joliette. Donc, Terrebonne dessert Mascouche, l'Assomption, Repentigny. Il y a une cinquantaine de lits seulement disponibles là, pour les urgences. C'est trop peu. On a besoin de les appuyer, puis on a besoin justement, elles ont besoin, ces ressources-là, de voir un geste concret et clair, que le gouvernement envoie un signal clair que M. Legault s'engage personnellement dans cet enjeu-là. Nous, ce qu'on demande au Parti québécois, c'est que le premier ministre prenne personnellement cet enjeu en main et qu'il détermine où on va aller avec l'ensemble de son cabinet, mais également avec les villes, en mettant en contribution, évidemment, les organismes communautaires qui en ont plein les bras et qu'on a rencontrés aujourd'hui, puis qui ne demandent que ça, qu'on travaille en concertation, que les organismes se parlent, que les institutions se mettent au service aussi des communautés. Par le fait même, Mme Gentilcore a aussi débuté sa campagne dans sa circonscription, dans la circonscription de Terrebonne. En fait, on l'écoute à ce sujet. Ça fait du bien de parler aux gens. On voit que les gens sont contents de voir qu'on s'occupe d'eux puis qu'il y a des gens sur le terrain pour discuter avec eux puis les entendre sur leurs préoccupations. On a beaucoup parlé de transport en commun, entre autres. Les gens sont inquiets. Ils veulent voir des solutions concrètes. Ça fait 6 ans qu'ils souffrent de l'inaction de la CAQ en matière de transport en commun, comme dans bien d'autres choses. Ils ont hâte que ça bouge. Ils nous ont parlé d'itinérance aussi. Ils se sentent préoccupés, interpellés par le nombre de personnes en situation d'itinérance qui augmente, en fait, ici à Terrebonne. Mais surtout, ils ont hâte d'avoir un député, une députée pour les représenter. Ça fait 14 semaines maintenant qu'il n'y a plus personne pour les représenter. On sent qu'ils sont impatients à cet égard-là puis qu'ils ont vraiment envie d'avoir quelqu'un pour parler de ces enjeux-là à l'Assemblée nationale. Donc, c'est positif jusqu'ici, ma tournée de porte-à-porte. Écoutez, nous, on est sur le terrain. Moi, je suis là, ça fait plusieurs semaines que je suis là déjà sur le terrain. Je serai là à temps plein au mois de janvier également. Je vais en profiter pour rencontrer les organismes, les associations. Je vais en profiter pour prendre le pouls du terrain. Évidemment, on aimerait que ça soit déclenché plus tôt que tard. On attend juste le signal de M. Legault pour que ça soit déclenché. Mais nous, on va être là. On va être là pour les gens. On va les entendre. On va faire tout ce qu'on a à faire et même au-delà. Donc, on est prêts. Vendredi dernier, c'est avec une grande tristesse que nous avons reçu la nouvelle du décès de Mme Darlie Pierre-Louis, conseillère municipale à Mascouche. Nous souhaitons offrir nos sincères condoléances à tous ses proches, familles, amis et collègues. Mme Pierre-Louis était un modèle d'engagement et d'implication dans la communauté. Conseillère municipale du district 4, la Vérandrie, elle était également directrice générale du Buffet Action Emploi depuis sa création il y a 25 ans. Soulignons que les villes de Mascouche et de Terrebonne ont d'ailleurs mis leur drapeau en berne en sa mémoire. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci!
Au cours des dernières semaines, le pôle Lanaudois en enseignement supérieur a procédé à l'annonce de son lancement de l'appel de projet 2024-2025. Pour en discuter, je reçois Tamara Pierre-Louis, coordonnatrice du pôle Lanaudois en enseignement supérieur. Bonjour. Bonjour, M. Lantier. Tout d'abord, parlez-moi, qu'est-ce que c'est le pôle Lanaudois en enseignement supérieur? Bien, le pôle Lanaudois en enseignement supérieur, c'est une instance créée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le but du pôle Lanaudois en enseignement supérieur est de pouvoir favoriser des collaborations interordres dans la région de la Lanaudière. Quand on parle des établissements qui sont membres, on parle du cégep de la Lanaudière avec les 3 constituantes, Joliette, Terrebonne et l'Assomption. On parle de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR. On parle de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et l'Université de Montréal. Alors, le pôle regroupe 4 établissements qui sont membres du pôle. Et le but ultime du pôle Lanaudois en enseignement supérieur, c'est de pouvoir favoriser l'accessibilité à l'enseignement supérieur pour les jeunes Lanaudois. Et là, vous avez lancé votre appel de projet 2024-2025. En quoi ça consiste? En fait, l'appel de projet consiste à pouvoir favoriser des collaborations interordres dans la région, en collaboration avec des partenaires socio-économiques aussi de la région. Et le but, c'est de pouvoir répondre à 5 objectifs du pôle qui sont en adéquation avec les orientations ministérielles. Alors, je vais rappeler rapidement les objectifs. Le premier objectif, on parle de pouvoir favoriser la promotion des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, notamment auprès des jeunes filles. Alors, on invite les établissements membres du pôle à pouvoir déposer des projets qui répondent à cet objectif. Le deuxième objectif, on parle de pouvoir favoriser l'accessibilité aux étudiants et étudiantes provenant de groupes sous-représentés. Quand on parle de groupes sous-représentés, on parle par exemple de jeunes issus des minorités visibles, des régions rurales, souffrant d'un handicap ou ayant des besoins particuliers, des étudiants de première génération, des étudiants issus des premiers peuples, etc. Le troisième objectif, on parle de favoriser la fluidité des parcours et des transitions. Le quatrième objectif, on parle de projets qui visent l'adéquation formation-emploi pour répondre aux besoins des travailleurs et des étudiants de la région. Et le dernier objectif, on parle des pratiques et des mesures adaptées aux étudiants en fonction de leur diversité. Donc, en fait, l'appel de projet peut toucher l'un des 5 objectifs. Alors, et évidemment, ça doit favoriser l'accessibilité à l'enseignement supérieur pour les jeunes Lanaudois. Donc, est-ce que ces objectifs-là sont toujours les mêmes ou on réévalue au fil du temps vraiment pour adapter? En fait, ces objectifs proviennent du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, le pôle doit travailler en adéquation avec les orientations ministérielles. Donc, au pôle Lanaudois, on a décidé de cibler les 5 objectifs parce qu'on trouve qu'ils sont essentiels là, pour pouvoir favoriser l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Puis, pour quelqu'un qui décide, ou une institution, en fait, qui décide de déposer un projet, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, en fait, sur le site Web du pôle, alors ples.ca, il y a la section appel de projet. Donc, tout simplement, les établissements membres du pôle sont invités à pouvoir compléter un formulaire de soumission de projet et ils ont jusqu'au 26 février 2025 jusqu'à 23h59 pour le déposer. Et une particularité importante à pouvoir noter, c'est qu'il faut vraiment que ce soit un établissement membre du pôle. Alors, soit le cégep, l'UQAM, l'UQTR ou l'UDM qui dépose le projet en collaboration avec un autre membre du pôle. Mais on encourage fortement les établissements à travailler en collaboration avec des partenaires socio-économiques. Quand on parle de partenaires socio-économiques, ça peut être un Carrefour Jeunesse-Emploi, ça peut être les chambres de commerce, ça peut être aussi un centre de services scolaires, etc., donc un OBNL. Alors, on encourage fortement les membres à travailler en collaboration avec les acteurs du milieu. Puis par la suite, comment vous allez procéder là, rapidement pour choisir le projet? En fait, il y a un comité de sélection qui a été créé qui va se pencher sur l'ensemble des projets qui seront déposés à partir du 26 février 2025. Et au mois de mars, on va évaluer les projets en fonction de critères et on va rendre des décisions à partir du 7 avril 2025 auprès là, des soumissionnaires. Alors, une réponse positive ou négative. Donc, on le rappelle encore, mais les gens ont jusqu'au 26 février 2025, 23h59 pour soumettre leur projet et les informations additionnelles se trouvent sur votre site Web? Oui, alors ples.ca dans la section appel de projet. Parfait, super. Merci beaucoup, Mme Pierre-Louis, et on reste à l'affût pour ces appels de projet, cet appel de projet-là, en fait, puis les institutions vous envoient leur demande. Merci, M. Lantier. Ça fait plaisir.
la Fondation Maman Dion aide les enfants à avancer dans la vie en leur fournissant du matériel scolaire et des vêtements. Donnez généreusement. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. C'est la semaine dernière que la Fondation Saint-Sacrement a annoncé le résultat de sa campagne En famille, on se soutient. Pour en parler, je reçois Kim Barrette, coordonnatrice de la Fondation Saint-Sacrement. Bonjour. Bonjour, M. Lantier. Tout d'abord, parlez-moi du montant amassé par cette campagne. Mais j'ai le bonheur de vous annoncer qu'on a amassé un montant total de 23 901 qui a été amassé par les élèves, l'ensemble des membres du personnel de la communauté du Collège Saint-Sacrement. Mais de ce montant-là, on a un 20 qu'on remet à un organisme local qui est le magasin Solidarité, un organisme qui vient en aide aux familles vulnérables de la région des Moulins. Donc, on leur remet 20 soit un montant d'environ 4 780 qui va être remis à cet organisme-là. Est-ce qu'à chaque année, on remet au même organisme ou on choisit un petit peu selon les besoins? En fait, la campagne, c'est une campagne qui est organisée par le collège, menée par les élèves. Habituellement, aux 2 ans, ils soutiennent des organismes différents. Cette année, c'était pour la Fondation Saint-Sacrement. Et c'est en partenariat, dans le fond, parce que nous, on a un désir de vouloir redonner à la communauté, un désir qui est partagé avec le collège, qui est d'ailleurs partenaire du magasin Solidarité. Donc, c'est dans cette volonté-là qu'on a redonné un montant, mais il n'y a pas de statut comme tel là, de remettre des montants précis à des organismes précis habituellement. Puis, comment vous avez procédé pour amasser cet argent-là, notamment avec les activités, c'est ça? Oui, bien, on s'est réunis avec plusieurs élèves. Je dirais, il y a environ entre 5 et 10 élèves, des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire qui ont agi à titre d'ambassadeurs. Il y avait une membre du personnel aussi, Mme Saint-Pierre, qui a participé comme ambassadrice à cette campagne-là. Eux nous ont aidés à faire rayonner la campagne au préalable. On a eu un lancement par la suite au début du mois de novembre. Et après ça, il y a eu quelques activités pour faire parler de la Fondation, parler de notre mission, celle du magasin Solidarité. Il y a eu quelques activités aussi de levée de fonds pour aider à se rendre à ce montant-là. Autre que ça, c'est vraiment les élèves qui, dans leur réseau à eux, ont fait rayonner la Fondation et le magasin Solidarité pour nous aider à amasser des fonds. Donc, une forte implication étudiante, puis ça vous a permis de ramasser, on le rappelle, 23 900 Et donc, cette campagne-là se déroulait sur une période de combien de temps environ? C'était 1 mois. Le lancement a eu lieu le 4 novembre et on a fait le dévoilement du montant final amassé le 2 décembre dernier. Et puis, est-ce qu'il y avait un travail... en fait, c'est un travail d'équipe, mais est-ce qu'il y avait des enseignants impliqués un petit peu dans ce processus-là? Oui, effectivement, mais on avait, comme j'ai dit, une enseignante qui agissait à titre d'ambassadrice autant auprès des élèves que des membres du personnel. On a aussi 2 enseignants, 2 membres du corps enseignant qui ont décidé de nous aider à amasser des fonds en lançant des défis aux élèves. Donc, si on atteignait certains plateaux, eux réalisaient un défi. Fait que c'était vraiment beau de voir que tout le monde a embarqué dans ce projet-là. On l'a vu sur certaines photos. Il y avait aussi une activité où il y avait des étudiants impliqués, des soirées où popcorn, jus étaient vendus. Oui, exactement. On a organisé un midi qui était une activité de levée de fonds. Donc, les élèves ont vendu des slushs, du popcorn. Il y a aussi l'équipe de la vie étudiante qui s'est mêlée à ça. Il restait des chandails de nos équipes sportives. Ils ont décidé de les mettre en vente puis que les profits seraient remis dans le cadre de la campagne. Fait que tout le monde s'est rassemblé alentour de cette activité-là. J'imagine que pendant
ce mois-ci, les étudiants et l'ensemble du collège étaient dynamisés par cette campagne-là. Les gens ont embarqué vraiment. Là. Oui, vraiment. Puis c'était beau de voir la solidarité sociale qu'il y avait entre eux autres. Au final, ce sont les élèves qui vont profiter de cet argent-là que la Fondation a amassé. C'était beau de voir à quel point ils étaient conscientisés puis ils étaient touchés par l'importance de notre mission au collège. Parce que c'était pas non plus une obligation, c'est vraiment par leur désir de s'impliquer qui allait de l'avant dans cette initiative. Exactement. Je pense qu'ils se sont tous sentis un peu concernés de savoir que ça pourrait être eux qui auraient besoin de cette aide-là à un moment donné ou un de leurs amis qui ne voudrait pas voir quitter le collège parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers de pouvoir payer les frais de scolarité. Mais de savoir que la Fondation est là pour les aider, ça les a beaucoup touchés. Pour la suite des choses, qu'est-ce qui vous attend? Bien, nous, à la Fondation, on a de grands projets pour le futur, c'est-à-dire qu'on va continuer notre campagne de rayonnement et de levée de fonds pour pouvoir amasser le plus de sous possible. On a un vœu qu'on chérit à la Fondation qui est de pouvoir éventuellement faire du parrainage de jeunes, fait que des jeunes de la région qui ont les mêmes compétences que nos élèves qui fréquentent actuellement le collège, mais qui n'ont pas les moyens financiers, bien, de pouvoir les prendre sous nos ailes pour leurs 5 années au secondaire, leur permettre de vivre là, cette chance-là de faire leurs études au collège. Et au retour des fêtes, est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent concrètement, j'imagine? Oui, bien, on a au mois de mai, le 15 mai prochain, on a un gala qui va être organisé à la Fondation. Ça va être notre 2e édition. On rassemble environ 150 personnes qui rayonnent alentour là, de la communauté du collège ou du milieu des affaires de la région. Puis on va se rassembler pour pouvoir là, vivre une belle soirée, célébrer nos réussites de l'année, mais aussi amasser des fonds pour les élèves. J'imagine, en terminant rapidement, que les gens, s'ils sont curieux, ils peuvent aller sur votre site Internet, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, ils peuvent se rendre sur le site du Collège Saint-Sacrement. Il y a un onglet Fondation. Ils vont voir là, autant les informations concernant nos programmes de bourse que nos activités à venir et les informations générales sur la Fondation. Merci beaucoup, Mme Barrette, pour votre passage en studio. Merci, M. Lantier. Super. Merci beaucoup. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Écrivez votre histoire et laissez un souvenir mémorable à vos proches. Dans cet album, retrouvez entre autres vos plus belles photos, des mots d'amour, vos recettes incontournables, des dessins précieux et des informations importantes. Saisissez les moments les plus significatifs de votre vie et laissez votre trace aux générations à venir. L'album L'école de ma vie, disponible dans tous les Jean Coutu participants. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! La semaine dernière, la ville de Mascouche accueillait le lancement du guide de transition socio-écologique piloté par l'organisme Les Arts et la Ville. TVRM y était. On écoute le reportage. Aujourd'hui, on lance le guide, mais on aimerait que le guide ait une vie. Après aujourd'hui, on aimerait que des municipalités et des régions s'engagent dans la transition socio-écologique en utilisant notre guide. Alors, ce guide a été créé pour que ça soit utilisable par les gouvernements de proximité. Et donc, on vise les gens qui travaillent dans les villes, mais aussi dans les MRC, ainsi que toutes les organisations qui regroupent des villes comme l'Union des municipalités du Québec. Puis on espère aussi que le monde culturel et le monde environnemental puissent utiliser ce guide-là dans leur quotidien pour pouvoir faire accélérer, propulser la transition socio-écologique de nos villes. Alors, on dégage évidemment des enjeux
un peu académique, c'est-à-dire de terminologie. Les gens ne s'entendent pas. Il y a plusieurs concepts qui circulent. On parle de développement durable, on parle de transition écologique, on parle de résilience municipale. Et donc, on a essayé de clarifier un peu tout ça pour qu'on puisse se comprendre à l'échelle du Québec à tout le moins. Donc ça, c'est déjà un effort parce que c'est beaucoup les programmes de subvention qui vont guider les mots que les gens vont utiliser. Alors, si on a une subvention pour développer un plan climat, bien, on va dire que c'est la question climatique qui nous intéresse. Mais pour nous, toutes les questions sont reliées. Alors, on souhaite que les villes puissent, à travers notre guide, élargir leur engagement ou leur action environnementale, puiser à l'ensemble des concepts, mais à tous les leviers dont ils disposent pour pouvoir aller plus loin dans leur travail de développement, bien sûr, de leur ville, qui est au cœur de leurs préoccupations, mais en accord ou en harmonie avec la nature, avec l'environnement, de manière à envisager un futur plus durable. Et ce qu'on a remarqué en l'élaborant, c'est que ce sont deux milieux qui communiquent très peu. Alors, ce qu'on souhaite à travers ça, c'est aussi de provoquer cette rencontre entre les milieux des arts et de la culture et les milieux écologistes ou environnementaux. Quand on a commencé à concevoir le guide, on a aussi conçu un comité consultatif qui est composé d'environ une douzaine d'organisations. Et Mme Isabelle Castonguay de la ville de Mascouche a été là dans ce comité consultatif dès le début avec nous. Puis elle nous a appuyés là, dans la rédaction, mais elle nous a dit « Ah, peut-être la ville de Mascouche peut devenir partie prenante pour porter le guide plus loin, pour que on aimerait avoir au moins une municipalité qui s'engage à l'utiliser. Et donc, avec la générosité de la mairie de Mascouche, bien, on a pu avoir cet événement ici aujourd'hui à Mascouche. On travaille en ce moment avec Artanceau et avec les Arts et la Ville pour bâtir notre politique culturelle et patrimoniale. On l'a fait vraiment à partir du principe de la transition socio-écologique. Puis oui, il y a des liens qui ont été tissés entre les deux. Et il va être fort utile pour nous, mais pour l'ensemble des municipalités du Québec. C'est ça le but, c'est vraiment d'avoir des lignes directrices qui vont nous permettre de pouvoir embarquer dans ce principe-là. C'est un concept qui est nouveau, qui est un peu intangible. Donc, c'est pour ça que le guide est aussi important pour nous donner un peu les voies à prendre pour avoir des bonnes pratiques aussi là, à suivre. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.